Hello artistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction. Aujourd'hui, on va corriger 3 dessins. Donc 2 dessins de Corinne réalisés au pastel comme d'habitude. Et ensuite un dessin de Michael qui, semble-t-il, a été réalisé à la peinture. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas, et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. On commence tout de suite donc avec ce premier dessin, donc le dessin de Corinne, qui est un paysage réalisé au pastel sec. Donc première chose quand on est face à un dessin de paysage comme ici, c'est qu'on va vérifier, donc les premières choses à vérifier, ce sera la perspective. Ici notamment, on a toute une structure avec le pont qui est un peu en avant-plan comme ça. Et l'avantage quand on a un élément d'architecture, c'est qu'on peut se baser sur cet élément-là pour vérifier la position des points de fuite, etc. Donc, première chose qu'on remarque ici, je vais tracer sous forme de ligne. Hop, je vais choisir une couleur comme ceci, et du coup, on voit que on a une ligne de fuite qui va comme ça, et plus ou moins comme ceci. Et ensuite ici, on a le paysage au fond, qui est relativement plat ici. Donc vous voyez, on a une ligne comme ça au niveau de la rive qui est relativement plate. Donc du coup, ça donne une indication au niveau de la position de la ligne d'horizon. Donc du coup, ce qu'on peut faire ici, ce serait par exemple de placer la ligne d'horizon à peu près à ce niveau-là. Comme ceci, vous voyez, ça reste assez cohérent. On a les lignes de fuite qui vont comme ça vers la droite. On a donc un point de fuite qui va aller vers la droite. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut regarder au niveau de la structure du pont, si celui-ci est bien dessiné. Donc première chose que je fais, c'est ça, c'est que je lance quelques lignes pour voir au niveau de la perspective ce qu'il en est. D'accord, donc j'essaye de visualiser le point qui est à l'extérieur, donc même si on n'a pas cette information ici, le but c'est comme ça d'essayer de contextualiser et de repositionner à l'œil la position de ce point de fuite notamment. D'accord? Voilà. Donc ça nous donne une première information sur la volumétrie générale du dessin, en tout cas la profondeur du dessin et la perspective du dessin. Et première petite constatation ici, c'est que au niveau du pont, donc ici ça fonctionne bien, on a la structure du pont qui est alignée ici, donc ici ça fonctionne plutôt pas mal. On a également donc la structure du pont ici, donc on n'a pas de ligne spécifique, mais on voit que ça fonctionne plutôt bien également, comme ceci. Et du coup, voilà, si on vient simplifier ici, on pourrait dire que on a cette structure ici qui doit se dessiner de cette façon-là. Comme ceci, et ensuite on a le pont qui va se retourner de l'autre côté. Exactement comme vous l'avez dessiné. Donc ce qui fait que ici c'est plutôt bien réalisé et on voit qu'on n'a pas de soucis particuliers en termes de perspective. Cependant, les seuls endroits où je pourrais reprocher donc un peu cette notion de perspective, c'est plutôt sur la structure qu'on retrouve ici. On sent pas bien cette notion de perspective de ce côté-là. Donc on voit que ici la structure pourrait, la structure du pont. Bien entendu, ça dépend de la forme que cela donne. On aurait aimé comme ça que cette structure soit légèrement penchée par rapport au point de fuite qui est à droite. D'accord? Et ici, donc plus on va se rapprocher, plus et ici, plus on va se rapprocher de la droite, plus les éléments auront tendance à se relever un petit peu. C'est-à-dire que ici, quand on va se rapprocher du point de fuite, comme ça, vous voyez, les éléments vont se relever un peu. Donc si on regarde ça par exemple sur une perspective très resserrée comme ça, si on a un point de fuite qui est ici, donc vous voyez les éléments auront tendance comme ça à se relever jusqu'au passage du point de fuite ici. Et plus on va s'éloigner, plus au contraire l'élément aura tendance à se pencher un petit peu. D'accord? Donc ici, plus on s'éloigne, plus on se penche, comme ça, et plus on se rapproche du point de fuite, plus on a tendance à
se relever un petit peu, d'accord? Voilà, donc du coup, voilà, la première remarque que je pourrais faire, ce serait sur le dessin de ces éléments-là. Sinon, pour le reste, ça fonctionne plutôt bien. En termes de perspective, ça fonctionne plutôt pas mal. La ligne d'horizon est bien située. Peut-être juste faire attention au rapport d'échelle entre les éléments qui se situent au fond et les éléments qui se situent en avant-plan. Donc peut-être ici, on a une maison qui est peut-être un petit peu grande. Donc voilà, là, il faut vraiment bien vérifier en termes de proportion par rapport à la référence photo que vous avez utilisée. Mais voilà, sinon à part ça, on a une compréhension de l'espace qui est plutôt intéressante et une perspective qui est tout à fait correcte. D'accord? Ensuite, quelques points importants aussi, ce serait concernant les couleurs. Donc ici, vous avez de très belles couleurs, notamment ici au premier plan, avec des couleurs très très riches et qui fait penser pas mal un peu soit la technique du pointillisme ou un peu à de l'impressionnisme avec plein de petites touches de couleurs, ce qui fonctionne très bien. On a des couleurs qui sont très vives, on a aussi donc l'ombre du pont qui est bien dessinée en avant-plan ici. Peut-être cette ombre au vu de la position du soleil, donc on voit qu'on a comme ça l'ombre qui a tendance à se projeter ici, hop, comme ceci. Au vu de la largeur du pont ici, donc vous voyez, on a tout cet espace-là, si on reprend la perspective qu'on vient de voir ici, comme ceci, d'accord? Donc on a le pont qui fait vraiment cette épaisseur-là, c'est-à-dire la partie qui va coller au muret qui est juste derrière, d'accord? On aurait donc le pont qui va faire une largeur assez importante, et ce qui fait que du coup, en fonction de la manière dont le soleil arrive, donc on voit ici comme ça, qu'on a un angle par rapport à l'ombre ici, l'ombre projetée, qui va se projeter ensuite sur l'eau. Et on voit que du coup, si on respecte le deuxième angle ici, comme ceci, vous voyez, si on a un angle assez similaire, ou même si on va évaser un tout petit peu cet angle par rapport à la perspective, vous voyez que du coup, ça signifierait que l'ombre aurait tendance plutôt à arriver un peu plus loin. Il faudrait soit, par exemple, avoir une ombre ici qui va descendre beaucoup plus droit ici et se positionner légèrement en avant. Ça va réduire cet angle au niveau de votre dessin et on aura une ombre comme ça qui aura tendance à être vraiment plus au zénith, assez haut dans le ciel et qui va avoir une largeur beaucoup moins importante. Donc du coup on aurait une largeur ici qui aurait tendance plutôt à s'élargir quand même un tout petit peu, mais vous voyez ça resterait peut-être plus cohérent dans ce qu'on voit ici. Donc voilà, on peut essayer de modifier déjà ces deux éléments-là. Donc je vais mettre la perspective ici en transparence, d'accord? Comme ceci. On va essayer de reprendre l'ombre comme ceci. Et ici, on va simplement élargir un petit peu. On a donc le reflet de la partie qui est ici dans la lumière qui va se dessiner ici. Donc ici, vous avez une lumière qui est très très forte. Peut-être qu'il faudrait le masquer légèrement pour correspondre au reflet que vous avez dessiné ici. Ou au contraire, peut-être renforcer légèrement la luminosité ici pour correspondre davantage avec la lumière que vous avez placée sur le mur qui est au fond ici. Ensuite, on va essayer de repositionner ici la structure du pont.
Je vais essayer de récupérer comme ça les couleurs que vous avez utilisées. Comme ceci. Et ensuite, donc, deux autres petites remarques, ce serait ici au niveau des contours. Ici, on voit clairement que vous avez essayé de suivre comme ça le contour de l'arc du pont, ce qui fait que ça donne un effet assez bizarre ici. Une remarque un peu similaire ici où c'est on n'a pas l'impression qu'on voit le mur ici en arrière-plan, on a l'impression qu'on voit le ciel, donc ce qui fait que ça donne une impression assez bizarre ici de ces deux côtés-là. Il faudrait peut-être ici réutiliser une couleur similaire à la couleur que vous avez utilisée ici, d'accord, comme ceci, en n'hésitant pas à différencier donc ce qui se passe en arrière-plan et ce qui se passe au premier plan. Deux dernières petites remarques concernant votre dessin. Premier point, ce serait ici au niveau de la composition. Donc vous avez placé ici le bateau de ce côté-là. Donc je pense que vous avez certainement respecté une référence photo. Je pense que vous gagnerez peut-être à placer ce bateau plutôt de l'autre côté, donc pour créer une sorte de balance un petit peu sur votre dessin, c'est-à-dire que ici on a toute une zone qui est un peu vide ici, et on a pas mal d'informations qui se concentrent déjà de ce côté-là, et vous rajoutez une information supplémentaire, ce qui fait que on a un peu du mal à lire ce bateau qui passe, et ça pourrait être intéressant justement peut-être de le placer de l'autre côté où on a un espace un peu plus libre, où on pourrait justement balancer l'épaisseur que vous avez donnée ici à gauche, et venir retravailler l'espace à droite pour balancer un petit peu l'équilibre, pour avoir un meilleur équilibre au niveau de votre dessin, d'accord? Donc ce qu'on peut faire ici par exemple, ce serait donc de placer l'élément ici. On pourrait ensuite tout simplement masquer ce qu'on voit de ce côté-là. Ajouter une belle lumière au niveau de la voile que vous avez dessinée ici. Voilà, et travailler au niveau des reflets et des ombres. De cette voile qui est très très blanche et qu'on va essayer de mettre en valeur de ce côté-là, d'accord? Et ensuite, donc dernier point, ce serait concernant un peu la profondeur. Il faut comprendre une règle assez simple à mettre en place. Et voilà, il faut vraiment faire très attention à ça. C'est que les éléments qu'on va retrouver au premier plan ici, donc tous les éléments que vous allez dessiner au premier plan ici, donc vous avez dessiné ces éléments avec des couleurs vraiment très très vives, ce qui est très bien. En revanche, le souci c'est que si vous dessinez avec la même vivacité les éléments qui sont placés au fond, vous allez avoir du mal comme ça à détacher les plans entre le premier plan, donc toute cette partie qu'on vient de voir ici, entre le premier plan et ce qui se passe au fond. On a limite l'impression que ce qui se passe au fond ici se trouve quasiment au même plan que le pont qui est en avant, d'accord? Donc ce qui fait qu'on perd cette sensation de profondeur, et ce qui est un petit peu dommage par rapport à votre dessin. Donc ce qu'on pourrait faire ici, ce serait justement de perdre volontairement en saturation au niveau des couleurs. Donc, vous voyez ici vous êtes sur des couleurs qui sont vraiment très lumineuses, et il faudrait comme ça perdre un petit peu en saturation, ne pas hésiter à aller sur des couleurs qui vont être plus vers les gris, d'accord? Vous allez voir que en utilisant comme ça des couleurs qui vont aller légèrement vers les gris, on aura quand même l'impression que ce sont des couleurs, par exemple du vert, etc. Mais on va gagner en visibilité et en profondeur par rapport au dessin.
De même que les éléments qui sont en fond, donc plus on s'éloigne, plus ces éléments auront tendance à se colorer vers les tons bleus. C'est pour ça que des fois je n'hésite pas comme ça à passer une couleur bleue légère sur l'ensemble des éléments qui sont au fond. Les ombres auront tendance à être beaucoup moins sombres également. Comme ceci, vous voyez que au niveau des couleurs, on va comme ça vraiment diminuer la luminosité. On va essayer d'aller sur des couleurs qui vont être plus dans les tons gris. Pour mettre davantage en avant le bateau qui est ici, on va essayer de faire en sorte que les maisons qui sont blanches au fond ne paraissent pas trop lumineuses par rapport au bateau. D'accord, c'est simplement une question de composition. Et ensuite, les couleurs dans les tons rouges, on va essayer comme ça de les désaturer un peu également. D'accord, on a toujours l'impression que ça reste des toits qui vont être de couleur rouge, par exemple ici, mais en termes de couleurs, on est sur des couleurs un peu moins vives. Comme ceci. Voilà. Et on peut ici travailler un peu sur les reflets, par exemple. Pour apporter un peu de profondeur supplémentaire au dessin. Ici, vous voyez, vous pouvez comme ça créer un contraste avec le mur qui est au premier plan, qui est très lumineux et éclairé. Et peut-être le fond qu'on va assombrir un petit peu. On va utiliser peut-être un bleu ici, mais plus vers les gris, d'accord, pour toujours signifier cette impression de distance. Voilà, juste pour créer un petit contraste ici. Et voilà. Et dernier point peut-être, comme on a un ciel qui est très lumineux, peut-être qu'on pourrait descendre légèrement en termes de valeur. Donc aller sur une valeur légèrement plus sombre. D'accord, simplement pour mettre toujours en avant le sujet, donc qui est ici le bateau. Voilà, juste assombrir un tout petit peu, donc vous voyez ici, en assombrissant un tout petit peu, on va redonner un peu plus d'importance au bateau ici, comme ceci.
Donc voilà, donc juste régler un petit peu la perspective, donc bien construire l'ensemble des éléments pour bien placer chaque élément avec une perspective correcte. Juste bien faire attention aussi au positionnement des ombres, donc rester cohérent avec la position des éléments qu'on va dessiner. Et ensuite, donc toujours ce principe assez simple. Donc, ce qui va se situer au fond aura tendance à plutôt aller vers les gris, et ce qui va se situer au premier plan aura tendance à avoir des couleurs un peu plus fortes, un peu plus vives. D'accord? Donc, un avant, après. Donc, vous voyez qu'au niveau des couleurs ici, hop, on perd pas mal en vivacité, mais peut-être que du coup il faudrait essayer de traiter un premier plan avec plus de vivacité encore pour réapporter la force que vous aviez au niveau de votre dessin d'origine. D'accord? Peut-être trouver simplement un juste milieu comme ça. Deuxième dessin de Corinne, donc là encore il s'agit d'un dessin réalisé au pastel sec, un paysage. Hop, là encore, donc première chose quand on va réaliser, quand on va regarder donc un paysage comme ça, c'est toujours trouver où sont placées la ligne d'horizon, les points de fuite, etc. Ici notamment, on voit qu'on a une belle ligne comme ça qui nous indique qu'on a l'horizon qui est plutôt de ce côté-ci. On a ici hop, une barrière qui est relativement droite, donc ce qui fait que l'horizon est pas très loin. Donc on pourrait dire ici que l'horizon est environ à ce niveau-là, d'accord. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser donc un point de fuite ici au niveau de la maison. On a comme ça, par exemple, un point de fuite qu'on va placer ici pour cette petite maison, comme ceci, et ici, d'accord. Donc c'est comme si qu'on avait donc une boîte ici, et on aura donc un deuxième point de fuite ici qui va se situer à droite, d'accord. Donc bien souvent, on aura un point de fuite qui va être à l'intérieur de la feuille et un deuxième qui va être complètement à l'extérieur. Donc ici, on aura un point de fuite, un second point de fuite à droite qui va être très éloigné, d'accord. On aura donc cette maison qui aura tendance à se dessiner de cette façon-là. Et donc une boîte comme ça. Qui va se dessiner ici. Et ensuite, donc pour s'aider, on peut avoir comme ça une sorte de quadrillage au sol. Comme ceci, qui nous donne un peu l'indication du paysage, donc la position du point de fuite, la position de la ligne d'horizon, etc., etc. D'accord? Ça peut être un guide pour dessiner notamment. Si ensuite on a besoin d'aligner les arbres ici, d'accord? Donc hop, on peut vérifier au niveau de la taille. Vous voyez ici, par exemple, on va utiliser le même point de fuite que celui-ci, le point de fuite central ici. Et vous voyez comme ça, on peut définir la hauteur des arbres. Si on veut que ces arbres soient exactement de la même hauteur, on peut comme ça définir une certaine hauteur pour l'ensemble de ces arbres-là. On peut se dire également qu'ils vont être sur le même sol, donc ce qui fait que ici on va peut-être devoir descendre certains éléments. Donc on va voir ici donc la position du tronc notamment au sol. Vous voyez ici, il va peut-être falloir comme ça redescendre légèrement au niveau de la végétation ici pour rester cohérent au niveau de la perspective. Bien entendu, si l'élément vient à se courber comme ça, on n'aura peut-être pas exactement le même dessin, d'accord. Donc ici, donc première petite remarque, ce serait concernant le dessin même de la maison. Donc ici, il faut bien faire attention, je vais le mettre en noir pour vous montrer. Donc bien faire attention au dessin de la maison. Ici, notamment, donc bien faire attention à la toiture, hop, la hauteur de la toiture ici. Comme ceci, on a la toiture qui va être
hop, comme ceci, et c'est ce point-là où il faut bien faire attention. Ici, donc voilà, comme c'est dessiné assez loin, on a l'impression que la toiture n'est pas du même niveau. Donc voilà, il faudrait peut-être juste faire un peu attention à ça, vraiment au niveau du dessin, et ensuite ne pas hésiter comme ça à descendre légèrement la ligne de la gouttière ici, et la même chose au niveau du faîtage de la toiture ici. D'accord, donc vous voyez toute la hauteur que vous avez rajoutée au-dessus. Voilà, ça peut porter un peu à confusion et ça peut donner l'impression que la construction en perspective de la maison n'est pas tout à fait correcte. Donc voilà, donc du coup, ensuite une fois qu'on a ça, il suffit simplement, une fois qu'on a le croquis comme ça, d'accord, hop, ici Corinne, vous pouvez tout simplement bien rectifier votre dessin en fonction de ce qu'on vient de voir ici, donc notamment le haut de la toiture ici. Vous voyez, vous pouvez donner comme ça juste quelques indications au niveau du ciel, ici au niveau du fond. Comme ça, peut-être créer un contraste un peu plus important entre les arbres du fond ici. Juste pour détacher un peu plus la maison. Comme ça, et bien remettre en avant la toiture ici. Comme ceci, et la gouttière de ce côté-là, et de ce côté-là. Voilà, vous voyez ici, juste une petite rectification au niveau de la perspective. Voilà, et je n'hésite pas également, hop, ici à créer un contraste un peu plus important. Voilà, juste pour bien faire ressortir les éléments. Voilà. Ensuite, comme je vous disais ici par rapport au tronc et par rapport au sol, donc du coup, il faudrait peut-être descendre les troncs légèrement plus bas. Donc ici, on est plutôt bien. Ici, on peut redescendre un tout petit peu. La même chose ici et ici. D'accord, vous voyez, ici, juste en redescendant un tout petit peu, on va vraiment donner cette impression de perspective et signifier vraiment la direction qu'on est en train de donner au niveau des arbres, donc l'alignement ici. Voilà, ensuite concernant la gestion des couleurs, la gestion de la composition, on est sur une composition qui fonctionne très bien. D'accord, donc ici j'ai rien à dire. Donc c'est une composition un peu centrale, mais on a tout cet élément à droite qui recadre un petit peu la vue, avec le reflet ici qui donne vraiment à regarder plus cette maison. Ça fonctionne très bien. Ensuite, peut-être plus au niveau du travail des reflets ici. Voilà, il faut bien faire attention donc, quand vous traitez comme ça au niveau des reflets. Si on a une perspective comme ceci, donc les reflets vont s'organiser exactement de la même manière, c'est-à-dire que vous allez avoir comme ça les troncs de vos arbres qui vont refléter, avec la perspective notamment, la maison, donc vous avez très bien fait au niveau de la maison ici. Comme ceci, donc la perspective, si la perspective du toit part dans ce sens, la perspective du reflet partira dans le sens complètement miroir, d'accord? Et du coup, donc voilà, on peut rectifier ça.
ensuite ici, on aura tendance comme ça, hop, refléter un petit peu de ce côté-là. Ensuite, toutes les zones où vous avez donc la lumière qui passe ici au travers, donc aura tendance à se refléter également. Ici, donc bien faire attention à la hauteur. Donc par exemple ici, on aura une hauteur qui va être un peu plus haute comme ça. Et comme ça, d'accord? Ici, on aurait envie également d'avoir une valeur peut-être un peu plus lumineuse. Donc du coup, il faut faire attention peut-être ici à avoir une valeur plus lumineuse pour attirer encore plus l'attention sur la maison. Hop, comme ça, avoir un jeu de valeurs vraiment beaucoup plus puissant. Et vous voyez que de cette façon-là, on va pouvoir vraiment jouer sur le contraste et vraiment attirer davantage le regard. Peut-être la même chose ici au niveau du ciel, on peut avoir un ciel qui va être un peu plus lumineux. On va de nouveau attirer le regard ici. Et ici, recréer un peu le contraste. Hop, comme on avait dessiné ici, vous voyez, juste pour faire ressortir un petit peu la maison ici. Ensuite, travailler sur des estampes ici pour montrer qu'on est sur de l'eau. Travailler moins dans le détail, mais plus avec des estampes au doigt. Ensuite, ici, donc on voit bien que ici, au niveau du dessin des arbres, ici, on va aller sur une forme. Vous voyez, il va falloir essayer comme ça de créer vraiment un effet miroir. Et ne pas aller sur quelque chose de trop droit ici. Et toujours en estampant au maximum par la suite. Voilà. Donc ici, petite remarque également, si on passe par exemple en noir et blanc, on voit ici que vous avez essayé de rattraper un petit peu les contours avec des valeurs un peu plus lumineuses qui devraient respecter un peu le ciel. Sauf que du coup, ça a tendance à créer une espèce d'effet de halo au niveau des arbres, du contour des arbres. Donc ça donne un effet assez bizarre. Je vous recommande d'essayer de retrouver un peu la même valeur. Donc si vous devez comme ça retravailler les contrastes, essayez de retrouver une valeur qui va se rapprocher pour éviter cet effet-là qui est un petit peu dommage par rapport à votre dessin. D'accord ? Voilà, rien ne vous empêche de créer un peu plus de contraste. Avec ce qui se passe au fond et peut-être au niveau de la maison ici, vous pouvez comme ça travailler sur un contraste plus fort entre la végétation et la maison. Voilà. Ensuite, bon, au niveau des ombres, je ne sais pas exactement comment arrivent vos ombres, mais vous avez toute une zone ici qui est dans la lumière. Est-ce que justement cette zone n'est pas cachée par les arbres que vous avez dessinés ici à gauche? Donc voilà, il faut essayer de vous poser cette question-là pour savoir un peu quelle partie vous allez mettre dans l'ombre, quelle partie vous allez mettre dans la lumière.
Et du coup, j'aurais plutôt tendance à vous dire que ici, il faudrait peut-être travailler sur une zone qui est mieux définie en termes de volume. Peut-être qu'on a des buissons comme ça. Bien définir également la jonction entre la partie qui est dans l'eau et la partie qui va être à l'extérieur de l'eau ici, avec une petite ombre légère. Justement, si on a des éléments qui sont dans l'ombre, peut-être qu'il faudrait travailler sur des reflets de ces éléments-là. Et ensuite, comme on a un ciel ici qui est plutôt bleuté, donc l'eau aura peut-être tendance à légèrement se colorer en bleu en premier plan. Faut peut-être ne pas hésiter comme ça à apporter un tout petit peu plus de couleur en haut du ciel. D'accord, donc jouer avec des couleurs un peu légèrement bleutées, presque violettes. Et retrouver ces couleurs justement dans l'eau. Je descendrai peut-être également un tout petit peu en saturation au niveau des couleurs qui sont au fond ici, notamment la toiture. Ne pas trop descendre pour garder un joli contraste entre la couleur un peu orangée et le reste du dessin qui reste assez vert. Et voilà. Donc ce serait à peu près les petites retouches que je pourrais faire. Donc sinon dans l'ensemble ça fonctionne très bien. Vous avez des grandes masses d'ombre ici. Donc si on pense en noir et blanc, vous voyez, vous avez des grandes masses d'ombre qui encadrent bien l'image, qui recentrent un petit peu vers la maison. Ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, le dessin a tendance à s'ouvrir un petit peu trop vers la gauche, mais il faudrait peut-être essayer de trouver quelque chose qui va recadrer un petit peu. D'accord, quelque chose de sombre. Soit peut-être travailler ici ou ici sur quelque chose de sombre en fait qui va recadrer un petit peu la vue de ce côté-là et recentrer l'image ici. Et voilà, mais sinon comme je vous disais, dans l'ensemble ça fonctionne plutôt bien. Vous avez de belles couleurs, un beau contraste entre toute une partie ici qui reste assez vert avec des teintes entre vert et légèrement bleuté, qui va tout de suite créer un contraste avec ce qui se passe au fond, notamment ici. Ensuite, vous avez un peu comme d'habitude tendance à mettre les fonds avec des couleurs très très vives, comme ici je vois ce vert ici qui fonctionne pas très bien. Il faudrait peut-être essayer de l'amener un petit peu vers les gris également. D'accord, donc le casser un tout petit peu, le mélanger peut-être à d'autres couleurs. Mais voilà, mais excepté cette tendance, ça fonctionne bien. Vous avez des belles compositions, vous avez une belle utilisation de la couleur, vous avez des masses, vous traitez par masse assez sombres et lumineuses, donc c'est ça qui crée des contrastes intéressants. Donc voilà, donc continuez dans ce sens. Et puis vous voyez, donc un avant-après, juste rectifier un peu la perspective. Donc faites bien attention à la perspective quand vous faites votre croquis de départ. Et ensuite, vous allez voir qu'une fois que tout est calé dès le début, ça va être beaucoup plus simple pour le dessin ensuite et pour laisser libre cours à votre imagination. Et enfin, dernier dessin, donc le dessin ici de Michael. Donc, il s'agit d'un tigre réalisé donc, à la peinture, on dirait. Donc on va voir un petit peu comment on peut améliorer les choses. Je vois quelques points qui peuvent être corrigés. Premièrement, donc là, c'est vraiment une question de style. Donc en fait, vous avez un style propre à vous et c'est ce qui compte.
On va voir un petit peu des corrections qui peuvent être apportées du point de vue général, mais bien entendu, il va falloir adapter cela au style que vous souhaitez avoir. Si vous souhaitez un dessin de type stylisé, on n'aura peut-être pas besoin de certains détails que je vais annoncer maintenant. Donc le but c'est vraiment à la fois de jongler entre votre style et en même temps de jongler entre des règles de base en termes de dessin, que ce soit les bases du dessin, d'anatomie, d'ombre, de lumière, etc. etc. D'accord ? Donc premier point ici, ce serait concernant l'anatomie de votre dessin. Donc le type que vous avez dessiné ici, hop. Donc si on compare un petit peu en termes de mesure par rapport à un tigre de base, donc là ce qu'on peut faire c'est voir au niveau des yeux dans un premier temps, on voit cette dimension là. On peut par exemple comparer donc la distance ici avec la distance du nez, sachant que là on a un tic qui est bien de face. Ensuite vérifier quelle hauteur on pourrait avoir ici avec le début du museau ici, et enfin voir en termes de construction par rapport à la mâchoire, donc une mâchoire ouverte, comment on peut la dessiner éventuellement, et voir en termes de dimension qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement également. Donc ici, alors j'ai plusieurs dessins, on va essayer de récupérer. Donc ici on a un type qui est presque de face. En termes d'anatomie, qu'est-ce qu'on remarque? Donc on va essayer de vérifier au niveau des dimensions. Donc j'imagine que chaque tigre doit être unique. Donc en termes de dimensions, on a des dimensions qui reviennent comme pour nous les humains, on a des dimensions qui reviennent, des dimensions standards, et ensuite il suffit simplement de comparer ces dimensions. Donc là, par exemple, si on compare la distance entre les yeux et le nez, le début du nez ici, on voit que on est quasiment à la même hauteur. Et si on répète cette hauteur une deuxième fois, hop, on voit que l'épaisseur du museau correspond plus ou moins à la moitié. Hop, attention, prendre cette hauteur totale, donc correspond plus ou moins à la moitié de cette hauteur qu'on a ici. Ça peut être déjà un premier élément d'indication pour dessiner ce qu'on a besoin de dessiner ici. Donc ici, notamment en termes de hauteur, on va essayer de récupérer ces informations-là. Je vais dessiner ça un peu plus proprement. Donc ici, on a la distance entre les yeux qui nous donne la hauteur du nez. Donc de l'avant du museau ici, et on va comparer cette hauteur, hop, comme ceci. Et on avait vu ici qu'on arrive quasiment à la hauteur du nez, donc le début du nez ici. Ensuite on voit que ça remonte légèrement de chaque côté, et que cette distance correspond, hop. Donc le visage est légèrement tourné, mais on voit qu'on est un petit peu à l'intérieur ici, donc c'est-à-dire qu'on a la distance, la largeur du nez ne correspond pas exactement à la largeur entre les deux yeux. Donc du coup on peut récupérer cette information ici. On voit que du coup, donc concernant votre dessin, on a peut-être le nez qui est un peu trop haut, et ensuite on allait répéter une deuxième fois ici cette hauteur, et ça nous donnait à peu près au niveau de la moitié ici, ce qui est plutôt pas mal. Hop, on avait comme ça à la moitié la hauteur de l'avant du museau, d'accord? Donc du haut du museau. Donc déjà on peut essayer de récupérer ces informations là, sachant que ici donc, vous n'avez pas forcément envoyé de photos de référence. Et bien entendu, le but c'est de se calquer au maximum par rapport à une photo de référence, d'accord? Et ensuite, on avait vu que la largeur du nez est légèrement plus courte que la largeur qui se trouve entre les deux yeux. Cependant, on a deux petites griffes, vous voyez ici, hop, les deux petites griffes qui remontent et qui viennent quasiment se mettre à la largeur des yeux. Donc du coup, c'est les deux petits éléments que vous avez dessinés ici. Donc on voit que ici,
On n'hésite pas à remonter un petit peu concernant la forme du nez. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà, et on avait donc les deux petites griffes sur les côtés qui arrivent quasiment à la largeur des yeux, ici et ici. Et comme ça. Donc ce qui nous donne ici une zone qui va être un peu sombre, et ça va être la même chose de l'autre côté. Et voilà. Ensuite, au niveau du museau, donc de l'avant du museau, on avait dit que ça fonctionne plutôt bien. Et ensuite, donc c'est par rapport au bas de la bouche. Il faut bien faire attention ici, car on voit que du coup, quand le tigre il va ouvrir un petit peu la mâchoire, il aura tendance à froncer un petit peu ici au niveau du museau, comme ceci. Et du coup, on voit bien que le début de la bouche aura tendance à commencer vraiment beaucoup plus haut ici et à descendre sur les côtés, hop, comme ceci. Et ensuite, on peut avoir une mâchoire qui va être plus ou moins ouverte. Et enfin, en termes de volumétrie, on a l'information que du coup, ici, on pourrait simplifier comme ça par un cylindre. Vous voyez, on a une perspective qui va se créer comme ça, hop, au niveau de la mâchoire, au niveau des dents. Et ensuite, en fonction de comment on va ouvrir ce cylindre, il va se bouger dans l'espace d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, on va essayer de retrouver un peu ça ici. Vous voyez que ici, vous avez commencé comme ça, la mâchoire inférieure, hop, en allant directement tout de suite sous la partie du museau ici, alors que on vient de le voir ici, quand la mâchoire va s'ouvrir, on va plutôt aller chercher sur les côtés, comme ça, quasiment à l'extérieur de l'œil ici, d'accord? Donc, hop, au niveau des deux côtés ici. Alors si on regarde sur les autres côtés, donc ici on n'a pas de mâchoire ouverte, mais du coup voilà, on peut avoir cette information ici. Donc ça veut dire que pour arranger les choses de ce côté-là, donc ça veut dire que ici, pour arranger les choses, on devrait plutôt faire en sorte que la mâchoire aurait plutôt tendance à s'évaser ici et à partir de ce côté-là. Donc on aurait ici le museau ici qui aurait tendance à se plier un peu. Et ensuite on a la mâchoire qui viendrait plutôt sur les côtés comme ça, rejoindre l'ouverture de la bouche de ce côté-là. Et comme ceci. Et ensuite on avait vu ici on a donc deux cylindres. Donc en fonction de si la bouche est plutôt très ouverte ou un peu moins ouverte. Hop, si le museau est ouvert comme ça, vous voyez qu'on doit avoir cette forme ici au niveau des dents. Donc cette forme qu'on retrouve ici. D'accord? Donc voilà un petit peu pour le dessin de base. Hop, on peut essayer de rectifier tout ça de manière assez rapide. Voilà, comme vous avez quand même pas mal dessiné de détails, donc du coup on va pas pouvoir tout repeindre, mais voilà, l'objectif c'est vraiment d'essayer de mettre en forme hop, quelques petits éléments qu'on vient de voir ici. On a donc les dents ici qui vont prendre un peu plus d'ampleur. Donc je vais enlever ça et masquer légèrement. Comme ceci. Ici on a vu que sur le côté, donc on a des différences de couleur et de matière également. Et ici on a donc la langue
qui doit être légèrement coloré. Comme ceci. Ensuite, on avait vu que au niveau du nez, hop, il va falloir donner un peu plus d'ampleur. En termes de couleur, on voit ici qu'on est sur des tons un peu orangés. Hop, limite vers les roses. Donc on va aller dans des tons un peu orangés, limite vers les roses, comme ceci. Ici, et on avait ensuite toute la partie sombre, hop, qui allait déborder comme ça, quasiment à la dimension des yeux, à la largeur des yeux, comme ceci. Donc voilà, donc ce seraient les premiers éléments en termes de dessin, en tout cas en termes d'anatomie, de l'anatomie du lion. Donc voilà, il faut bien faire attention à la référence que vous êtes en train d'utiliser, bien vérifier les différents espacements qu'on trouve entre les éléments importants comme les yeux, la bouche, le nez, etc. Et en fonction de cela, il va falloir comme ça adapter votre dessin. Et adapter donc les formes que vous allez dessiner. D'accord ? Donc voilà pour les premières modifications. Donc ensuite, pour moi, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu, ce serait en termes d'ombre et de lumière. En fait, la façon dont vous avez traité l'ensemble de la face du lion reste assez plat, c'est-à-dire on n'a pas trop l'impression de volumétrie, on n'a pas trop l'impression de rondeur, alors que ici, quand on regarde cette photo, on voit bien la rondeur au niveau de la face ici, donc vous voyez au niveau de la mâchoire, au niveau du museau. Donc ici, hop, si on regarde comme ça, donc on voit bien ici cette impression de rondeur comme ça au niveau du museau. On voit bien que le museau il va vraiment en avant, comme ceci. On voit également que hop, ici la mâchoire inférieure a tendance à vraiment aller en avant. On a une impression de rondeur ici par rapport hop, aux éléments ici à l'avant de la mâchoire, d'accord ? On a un peu cette impression d'éléments 3D ici, même au niveau du nez ici. Et on a vraiment l'ensemble du contour ici qui donne vraiment cette impression de rondeur au niveau des volumes. Si on regarde par exemple cette photo, donc que je passe cette photo en noir et blanc, ou également ici on voit bien ce que je veux vous montrer, c'est que en fait ici on a vraiment, vous voyez comme ça, on a vraiment cette impression de rondeur qui va se créer comme ça. Hop, je vais peut-être utiliser du blanc pour que vous voyez un peu mieux ici. Donc on a bien cette impression de rondeur. Vous voyez, si on simplifie, on a vraiment hop, ici cette simplification qu'on peut faire comme ça. Et on a ici donc des volumes qui ressortent assez bien. Et pour arriver justement à faire que ces volumes ressortent, ça va être le jeu entre les parties dans l'ombre et les parties dans la lumière qui vont donner cette impression de volume. Et on a ici, vous voyez comme ceci, on a toute cette zone qui va être dans l'ombre, comme ceci. On a même une partie de l'œil ici. On a ici toute cette partie qui va être dans l'ombre également.
On a ici un élément de lumière, mais on a encore ici de l'ombre. La même chose ici au niveau du pelage. On voit bien ici la démarcation entre la partie qui est dans la lumière ici et toute la partie de gauche qui est dans l'ombre. La même chose va se produire ici sur le nez, d'accord? Vous voyez toutes ces petites zones de séparation entre l'ombre et la lumière sont extrêmement importantes pour donner à l'ensemble de la tête du tigre cette bonne impression de volume. Et si vous négligez ça en ajoutant uniquement des petits éléments de pelage, etc., en montrant le sens du pelage, c'est très intéressant, ça va enrichir en termes de texture et de matière sur votre dessin, mais on va manquer de cette impression de volume qui donne toute la rondeur au visage du tigre, d'accord? Et c'est un peu la même chose ici, vous voyez, on a des ombres comme ça qui sont très intéressantes, on a des ombres ici, on a toute la partie ici qui est éclairée et toute la partie qui est ici qui va être dans l'ombre, comme ceci. Et vous voyez, c'est vraiment cette portion cette différence entre l'ombre et la lumière qui va donner cette portion de volume. Et à contrario ici on a un peu moins cette impression de volume parce qu'on a des lumières qui vont être beaucoup plus douces, mais on a quand même des ombres. Vous voyez ici par exemple, ici on a toute une partie qui va être dans l'ombre, qui va créer un contraste avec la mâchoire qui va être plutôt en avant. On a quand même des ombres assez douces. Ici, on a des ombres qui vont être très très douces, mais qui vont apparaître de ce côté-là. On a des ombres ici, etc., etc. On a même une ombre très marquée. Donc si on dézoome ici, je repasse en noir et blanc comme ça. Vous voyez, on a vraiment toute cette partie-là, toute cette rondeur-là, ici, qui est dans l'ombre. On a ici la lumière qui arrive comme ça. Hop, comme ça, on a toute cette partie-là qui est dans l'ombre. Et vous voyez que c'est vraiment à chaque fois toute cette partie du visage du tigre ici que on va devoir ombrer pour créer cette impression de volume. D'accord? Donc si on revient ici, ce qu'on peut faire, c'est simplement séparer donc les parties qui vont être dans l'ombre et les parties qui vont être dans la lumière. Donc il faut d'abord choisir une direction dans laquelle la lumière va arriver et une direction, la direction opposée simplement pour le dessin des ombres. D'accord? Donc ici, hop. Donc c'est exactement comme ce qu'on vient de voir tout à l'heure en termes de volume et de forme. Donc il faut essayer de bien comprendre la volumétrie. Donc on avait ici comme ça, donc cette partie qui va être donc, sous la forme d'un volume comme ça. Hop, comme ceci. On a ensuite toute la face avant ici qu'on peut séparer avec une partie dans l'ombre par exemple et une partie qui va être plutôt dans la lumière. On a ensuite ici le museau qu'on peut imaginer comme une sorte de demi-sphère. Vous voyez ici, on a comme ça un certain volume qui va se créer ici. Au niveau de l'œil ici, on avait une partie ici du visage ici qui est beaucoup plus arrondie. Comme ceci. Ensuite, on a vraiment toute une volumétrie ici au niveau de la forme du crâne, comme ceci. Et ensuite,
de ce côté-là, on a un peu comme les joues qui vont s'arrondir comme ça et comme ça. D'accord? Donc voilà, en comprenant un petit peu cette volumétrie, ça va vous permettre comme ça d'ajouter des ombres. Donc par exemple ici, si j'imagine qu'on a une lumière qui arrive comme ça à gauche, on va avoir ici une partie qui va être dans l'ombre. Comme ceci. On aura donc le creux ici au niveau de l'œil. Ça va être un peu la même chose de l'autre côté, bien faire attention à la façon dont l'ombre va se dessiner ici. On avait vu que ici, hop, toute cette partie en arrière-plan aura tendance à être un peu dans l'ombre également. Et c'est vraiment cette ombre-là qui va mettre en avant la mâchoire inférieure, comme ceci. Etc. etc. D'accord? Donc vous voyez ici, juste en réfléchissant un petit peu sur la façon dont les ombres vont se dessiner, si par exemple je masque votre dessin, vous voyez juste en rajoutant comme ça quelques ombres, ça va permettre de créer un peu du volume, ça crée des rondeurs, et c'est ces rondeurs-là qui vont apporter du volume général sur votre dessin. Et on peut avoir donc à l'inverse le traitement de certaines zones qui vont être des zones dans la lumière. D'accord? Donc là, je peux rajouter un élément supplémentaire, comme ça, et on a par exemple certaines parties qui vont recevoir un peu plus de lumière. Ici par exemple. Voilà. Et du coup, c'est ce jeu entre ombre et lumière qui va vous créer davantage de volume sur votre dessin. Je vais rajouter quelques ombres ici, donc là-dessous, sous la mâchoire inférieure. Et comme ceci. Donc voilà. Et une fois que j'ai fait ça ici, je peux par exemple ici créer un mode de fusion, simplement pour vous montrer un petit peu. Ici, je vais faire la même chose mais en incrustation. Comme ceci. Donc vous voyez comme ça, juste en apportant quelques ombres et quelques lumières, ça va tout de suite vous donner un peu plus de rondeur sur certains éléments. Et ensuite, voilà, il va falloir comme ça travailler un peu individuellement sur chaque élément. Comme ça, en essayant d'apporter des dégradés un petit peu dans le traitement des éléments que vous avez dessinés ici.
avec toujours comme objectif de dessiner en volume. Et en n'hésitant pas à apporter des contrastes encore plus forts pour amplifier les rondeurs et la volumétrie de chaque élément que vous êtes en train de dessiner. Et ce qui est plutôt intéressant ici quand vous utilisez de la peinture, notamment la peinture acrylique et la peinture, la gouache par exemple, ce serait peut-être de travailler d'abord en aplat et de venir retravailler avec des petits détails ensuite, de privilégier dans un premier temps les valeurs dans l'ombre, donc les zones plutôt sombres, et de relever au fur et à mesure avec des valeurs plus lumineuses. D'accord, voilà. Ensuite, n'hésitez vraiment pas comme ça à créer des contrastes beaucoup plus forts. À penser aux ombres que vous allez dessiner également ici, sur les dents par exemple. Et vraiment, hop, renforcer les ombres ici, notamment en arrière-plan ici. Ça va vraiment vous aider à faire ressortir davantage la volumétrie. Et ici, traiter comme ça en avant-plan. Vous voyez, vraiment traiter ombre sur l'arrière-plan et lumière au premier plan. Et vous voyez que de cette façon, on va vraiment donner beaucoup de rondeur aux éléments de la crinière, comme ça. Et ensuite, quand vous avez donc les moustaches ici, on essaye de les faire le plus fin possible. Voilà, et avec une valeur extrêmement lumineuse par endroit. Vous voyez, comme ça. Sur un fond qui est sombre, elles vont ressortir davantage. Vous voyez ici le noir, je n'hésite vraiment pas à assombrir pour créer du volume ici. Et comme ça. D'accord? Alors je vais vous montrer un petit avant-après, juste pour que vous compreniez un peu mieux. Donc, vous voyez ici, hop, comme ça, quand on va penser en termes d'ombre et lumière dans un premier temps et ajouter des détails dans un second temps, vous voyez comme ça va apporter davantage de volume. Bien entendu, il faut essayer de faire attention le plus possible à la référence qu'on utilise, à la morphologie des éléments, donc notamment la position du nez, les formes qui définissent donc les caractéristiques d'un tigre, etc. Mais vous voyez comme ça, toujours travailler sur les basiques d'abord, donc ombre et lumière,
et ensuite venir ajouter des détails par-dessus. D'accord? Et en noir et blanc, du coup, vous voyez tout de suite comme ça, quand on travaille l'ombre et la lumière, ça va automatiquement donner plus de rondeur au fond. Et voilà. Et voilà l'artiste, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci surtout à Michael et à Corinne d'avoir envoyé leurs dessins. C'est toujours un plaisir de vous corriger. Si vous aussi vous souhaitez m'envoyer vos dessins, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, greg@dessiner.fr. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et surtout bon dessin.